Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 99e site rep sur la Syrie et sur la région, en compagnie d'Aïssa Armidani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde, et puis bienvenue donc à notre 99e site rep. Sans transition puisque l'actualité est chargée, on va Ouais, commencer tout de suite par un hommage que tu voulais rendre au militant Anis El-Nakash qui est décédé ouais, le 21 février à Damas. C'était un militant libanais, je ouais, crois. ouais. Oui, en fait, libano-syrien, c'est un militant qui a commencé sa vie à Fatah. En fait, c'est en fait là, qui croit beaucoup à l'unité arabe et il est nationaliste arabe, donc. Il a passé sa vie effectivement dans la lutte. C'est un grand stratège, un grand théoricien aussi, et un écrivain, et aussi un militant de la cause sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment une grande perte pour l'axe de la résistance. C'est un de ceux aussi qui, comme à l'image de Qasem Soleimani, qui ont tissé justement ces liens étroits entre l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, l'Irak, et voilà, et le Yémen aussi. Donc, c'est un des artisans, je peux dire, et idéologue de l'axe de la résistance. Donc, Il a, nous lui paix à son âme et nous souhaitons à sa famille et à lui, en fait, les plus beaux paradis, quoi. Il Mhm. nous manquera, il est certain qu'il nous manquera, mais il est toujours présent parmi nous et nous continuerons son combat et beaucoup d'amis, beaucoup de camarades et d'amis continueront son combat. Il avait fait Voilà. 10 ans de prison, je crois, en France, que Oui, tu me oui, disais. tout à fait, parce Dans qu'il quel avait cadre? participé à une opération. Il avait participé à l'opération contre la réunion des ministres de l'OPEP, en fait, hein, des pays producteurs de pétrole. Et donc, il avait participé à cette opération. Et donc, à ce titre-là, Une il opération qui était s'était déroulée reconnu. à Vienne en Autriche ou c'était où? Oui, 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 à Vienne. Je crois, oui. Celle Et à laquelle avait puis, participé Marcos également. Carlos, Carlos, ouais, pardon. Qu'est-ce que je dis? ouais, Marcos, pardon. ouais. Autant pour moi. Oui, oui, et ils étaient ensemble en prison, d'ailleurs, en France. Et il a été emprisonné 10 ans en France. Il a été libéré à l'époque de Mitterrand, en fait, D'accord. justement. Voilà. Merci pour ce rappel. Ouais. Et Euh, puis voilà. Bon, donc il il restera en fait vraiment leader parce que il a laissé quand même pas mal d'écrits et puis il était vraiment très indépendant dans sa tête, quoi, je dirais. Il a des idées importantes concernant l'unité de lutte, concernant l'unité aussi dans l'Eurasie, en fait, et puis le fait que nos pays, la Syrie, notamment l'Iran, etc., doivent faire partie de l'Eurasie et donc de cette alliance de la route de la soie et ceinture de la soie avec la Chine et tous les pays eurasiens. mhm. Alors je le disais en introduction, l'actualité est très chargée. Il y a eu Tout à fait. des agressions israéliennes et américaines contre la Syrie récemment. Alors, oui, 2 agressions dans une semaine, hein, c'est pas mal. La dernière, là, c'était hier soir, une agression israélienne des missiles partant du Golan occupé sur Damas, et puis l'agression américaine sur les frontières de la Syrie avec l'Irak, avec Bou Kamal, donc à Bou Kamal, sur le passage Bou Kamal al-Qaim, qui visait à la fois des positions syriennes, mais aussi des positions irakiennes. Ils prétendaient qu'ils étaient en Syrie, mais alors les Irakiens disent que de toute façon, ils étaient en Irak et c'est une double agression, donc contre aussi bien les positions de l'armée arabe syrienne et que contre les positions de Hashd al-Sha'bi en Irak.
Mhm. Ce que je voudrais, c'est dire, en fait, c'est régulièrement ce passage est bombardé par les Américains et ils veulent absolument empêcher qu'il y ait une rencontre systématique ou une ouverture des voies de la terre, pas au niveau de la terre, entre la Syrie et l'Irak, parce que c'est comme ça que la Syrie et l'Irak pourront coopérer de manière directe, de manière économique, de manière ils peuvent multiplier tous les échanges, toutes les visites, etc. Et surtout le passage des denrées alimentaires, pétrolières et tout, puisque tous les transports économiques. Hein, et ils ne voudraient absolument pas. Les Américains, depuis le début, ils essayent d'empêcher ça pour qu'il n'y ait pas de passage au niveau de la route entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et puis le Liban. Et puis Mhm. la Palestine, bien sûr. C'est pour Euh, augmenter le blocus, quoi. voilà, d'une part. Et puis, oui, c'est ça, pour verrouiller le blocus sur toutes les denrées. Alors, je rappelle quand même, il y a trois passages entre la Syrie et l'Irak hein, qui sont aussi très importants. Un des trois passages, c'est Al-Tanf, là où les Américains ont carrément posé Une base. leur base, absolument. Et à côté d'eux, le camp Al-Rukban, le camp des réfugiés. Al-Rukban, et puis eux, leur base est devenue une base de recrutement de terroristes hein, qu'ils prennent dans le camp du Rukban, Al-Rukban, alors qu'ils affament parce que ce camp, ce sont des réfugiés qui sont. Et puis c'est Al-Nusra qui dirige ce camp, donc elle est toujours en train de blackmailer et de maltraiter tous les réfugiés, et puis même les kidnapper, et puis les enrôler de façon forcée, donc en Nosra, et puis l'entraînement se fait dans la base Al-Tanf. Mhm. Ah, Donc, oui. il est important de rappeler que cette base Al-Tanf, elle se situe carrément sur une voie rapide hein, qui relie la Syrie et l'Irak hein, Et à la et Jordanie qui aussi. continue jusqu'à et la Jordanie, voilà, et qui continue jusqu'à l'Iran. Et la D'accord. troisième, c'est la voie Al-Walid, c'est le passage Al-Walid, qui est un passage que les Américains se sont octroyés et qui est complètement illégitime aussi, mais par lequel transite aujourd'hui tout le matériel roulant américain qui transporte du matériel, des matériels logistiques, etc., de l'Irak à la Syrie. Pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc là aussi, les Américains continuent euh, à pousser, à augmenter leurs troupes en Syrie et à augmenter leur présence militaire, je dirais, et logistique en fait. Mhm. Bien qu'ils prétendent qu'ils sont en train de réduire, ce qui est complètement faux, c'est l'inverse. Ils sont en train de les augmenter. Voilà. Alors il y a eu très récemment également l'attaque d'un bateau, d'un navire israélien par visiblement l'axe de la résistance en mer d'Oman. Mhm. Est-ce que tu peux commenter cette attaque? Alors en fait, je ne connais pas beaucoup de choses sur cette attaque. Il n'y a pas eu Les de victime, hein. Israéliens se sont plaints. Il n'y a pas eu de victime, Non, hein. non. Il n'y a pas eu de victime et il n'y a pas eu non plus de déversement de pétrole parce que c'était un bateau qui portait aussi je pense qu'il portait un bateau militaire, mais qui portait aussi du combustible. Hein. Donc, il n'y a pas eu de déversement de pétrole dans la mer, mais il a été attaqué. Mais c'est plus un message, je dirais, qu'une véritable attaque. En fait, c'est un message de menace. En fait, nous arrivons quand même à vous avoir. Quoi, Mhm. et ça, c'est très bien. C'est par les forces de la résistance yéménite hein, qui montrent qu'ils sont aussi vigilants et que les Israéliens n'ont pas à se balader par là. Mhm. C'est ça. Alors puisqu'on parle du Euh, Yémen, on peut mentionner qu'ils ont lancé une opération offensive pour rétablir l'équilibre
la dissuasion, hein, donc exactement. avec une opération qui engageait 15 drones. Mhm, mhm. Oui, alors là, effectivement, cette opération est lancée aujourd'hui, qu'ils appellent, aujourd'hui non, hier en fait, qu'ils appellent effectivement rétablissement de la dissuasion, de l'équilibre. Et en fait, euh, il y a nombre de drones. Oui, j'avais dit les 15, nombres. mais 9, 15. 9 qui étaient pour une 9. opération. Voilà, 9 pour une opération, oui, à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, et puis 6 contre des positions saoudiennes au Yémen. Alors là-dessus, je voudrais m'attarder un petit peu sur les victoires du Yémen, les victoires à Maghreb en fait, hein, puisque les forces yéménites enregistrent de grandes victoires en fait, effectivement. Ils ont pratiquement immobilisé les aéroports de Nejran, Riyad et un autre aéroport avec des tirs aussi et des drones de chez eux. Mhm. En même temps, ils ont réussi à établir comment dire, des réconciliations, ou même au-delà de la réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de tribus qui étaient contre eux et qui étaient avec l'Arabie Saoudite, qui ont rejoint les camps de la résistance yéménite. Donc là, c'est une victoire Et ça, diplomatique. c'est une victoire à la fois politique et militaire, et qui semble s'orienter vers une victoire totale de la résistance yéménite, donc dans l'ensemble de la province de Maghreb. C'est une province qui Qui, est frontalière de l'Arabie Saoudite, c'est ce que tu me disais. exactement, et qui domine sur la mer Rouge aussi. Donc D'accord. c'est Stratégique. très important et stratégique, exactement. Ok. Voilà. Et voilà, ça c'est point important. Alors tu avais mentionné aussi en préparant cette interview une agression turque contre l'Irak. Alors ça c'est à noter, c'est quand même notable. Qu'est-ce qui s'est Tout passé? à fait, tout à fait. Alors, puisque je reviens sur la mer Rouge, puisqu'on Mhm. est dans la mer Rouge aussi, je voudrais aussi euh, faire état du fait que pour la première fois, il y a un Russe? bateau russe, voilà, un bateau de guerre en fait russe qui stationne dans le port, port Soudan, qui est sur la mer Rouge. Et ceci après donc des manœuvres dans la mer Arabe en fait, ou la mer d'Oman, puisque c'est la mer qui est la partie de la mer Indienne, de l'océan Indien qui longe effectivement le Yémen. Ces manœuvres ont été menées aussi. Il y a eu des manœuvres russes avec l'Iran aussi dans cette partie, des manœuvres où les Iraniens ont testé aussi beaucoup comment dire, de matériel de guerre nouveau, c'est-à-dire des missiles mer, sol, mer, des missiles qui touchent les sous-marins, etc. Donc, moi, je ne suis pas très, c'est pas très précis dans ma tête pour ce qui est des spécifications militaires. Je laisse ça aux militaires pour en parler, mais de Mhm. toute façon, ce sont des manœuvres qui ont testé de nouveaux missiles iraniens d'un côté, et aussi une coopération, je dirais, au niveau de la guerre maritime, une coopération iranienne, russe dans la région et aussi chinoise. Donc Mhm. il y a eu plusieurs manœuvres, ce qui est très important dans une phase où le ton américain monte énormément
vis-à-vis de l'Iran ou monté énormément vis-à-vis de l'Iran. Et donc, je pense que ces manœuvres ont été à bon escient dans le fait que les Américains disent maintenant qu'ils acceptent le retour à l'accord sur le nucléaire et que, alors qu'en fait, d'un autre côté, ils ne retournent pas, mais ils gagnent du temps et puis ils exigent de l'Iran. En fait, ils exigent de l'Iran qu'ils reviennent, eux, à l'accord nucléaire, alors que ce sont les Américains qui se sont retirés. Donc, Oui. bien sûr, les Iraniens disent, ben, c'est vous qui vous êtes retirés de cet accord, nous reviendrons à l'accord quand vous montrez effectivement une bonne foi et vous commencez à réaliser le premier pas qui est la levée des sanctions contre l'Iran et puis retourner à l'Iran ce que vous lui devez, c'est-à-dire tout l'argent qui est bloqué, etc. Mhm. Donc ça, c'est un point qui est important et qui risque de changer beaucoup dans la région, je dirais la donne. Mais bon, pour l'instant, la situation est bloquée du côté américain. Du côté iranien, ils continuent comment dire, enrichir l'uranium jusqu'à 20%, même ils peuvent le dépasser. Ils avaient donné un premier délai le 23 février, le délai du 23 février pour que les Américains disent qu'ils reviennent à l'accord et ils commencent à faire des pas réels, tangibles pour ce retour à l'accord. Les Européens, l'Union européenne n'arrête pas de dire qu'il vaudrait effectivement revenir à l'accord, mais en fait, il n'y a toujours rien de fait. C'est toujours des paroles pour gagner du temps. Et donc, pendant ce temps, effectivement, les Iraniens disent, OK, nous sommes prêts à revenir si vous revenez. Pour l'instant, on continue au-delà. Donc, Mhm. on estime qu'on n'est pas engagé. Mais les pourparlers continuent sous la table et ça, c'est une bonne chose qu'il y ait quand même des contacts et des pourparlers qui continuent. Donc, voilà, si ça peut éviter une guerre mondiale au monde, effectivement, ça serait très bien. Voilà. Ok. Je voudrais, donc là, on revient effectivement à ce que tu avais posé comme question. Excuse-moi. Oui, l'agression turque contre l'Irak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Turquie avance au niveau de l'Irak et puis prétend qu'il y a des troupes du PKK qui sont à l'intérieur de l'Irak et qui menacent la sécurité nationale, la sûreté nationale turque. Donc, ils bombardent et ils pénètrent dans les terres irakiennes. Donc l'Irak, bien sûr, a condamné. L'Iran aussi condamne ces agissements turcs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une sorte d'équilibre entre la Turquie et l'Iran pour les questions de la région où la Turquie respectait. C'était en fait, je dirais, des lignes rouges établies des deux côtés que les uns et les autres respectaient. Mais actuellement, Erdogan est dans une phase où il ne respecte plus rien. Il a envahi la Syrie, il a envahi en partie l'Irak aussi. Il est en train de bombarder à droite, à gauche. Il est en train de soutenir les terroristes et même les transporter. Donc, on avait dit tout à l'heure, il est en train d'enrôler des jeunes Syriens et les transporter vers la Libye, les entraîner donc en Turquie et les envoyer en Libye. Il a envahi la Libye, il est présent un petit peu partout, il a envahi même la Grèce, etc. Donc en fait, là, il y a effectivement Erdogan, il est en train de passer outre tous les accords internationaux, les condamnations, etc. Ça d'une part, et puis d'autre part, il ne s'encombre pas de détails de toutes les réunions internationales auxquelles il assiste et il prend quand même, il signe
et il prend des engagements. À ce Oui, titre-là, c'est ce que d'ailleurs, on va j'allais parler dire. d'Astana. Astana à Sochi le 17 Voilà, février dernier. exactement. Alors, à ce titre, on va parler d'Astana. Parce C'est que, quand en fait, même au moins la la Turquie participe. 16e réunion. La Ouais, 15e ouais, réunion, ouais. Donc, 15e réunion. et donc c'est Mm. la Russie, c'est sous l'égide de la Russie, mais il y a l'Iran, il y a la Syrie, il y a, je crois l'Irak, Exact. et il y a Oui, la Turquie absolument. la Turquie qui joue double jeu, qui signe donc le communiqué de final, mais qui ne Mm, respecte mm. absolument pas. Oui, oui, tout à fait. Il signe le communiqué et pas seulement le communiqué, mais aussi il y a eu quand même la décision du Conseil de sécurité 2254 qui stipule effectivement le respect de la souveraineté de la Syrie, le respect de son unité territoriale, la non-ingérence, comment dire, la non-résolution des conflits éventuels par des militaires, etc. Ça n'empêche que la Turquie continue à soutenir les terroristes en Syrie, aussi bien à Idlib qu'à Hasakeh et Deir Zor, en fait, dans toute la région à l'est de l'Euphrate qui s'appelle El Jazira et continue aussi à armer et à agresser la Syrie. Et maintenant, elle agresse l'Irak sous prétexte qu'il y a des éléments du PKK qui sont là et qui agressent la Syrie, qui agressent la Turquie ou qui constituent un danger pour la sûreté nationale turque. Alors, il est certain que la Russie en fait, la Russie et l'Iran ne sont pas du tout contents de ce comportement de la Turquie. Le communiqué final de la comment dire, de cette réunion, de cette 15e réunion d'Astana, elle stipule, en fait, effectivement, comme je l'ai dit, le respect de toutes de la souveraineté de la Syrie, l'unité de son territoire, la souveraineté de l'État syrien sur tous ses territoires. Il condamne le terrorisme et donc il est important en fait, dans le communiqué final, on rejette la création de faits nouveaux sur la terre syrienne sous prétexte de combattre le terrorisme et le rejet de tout pillage du pétrole syrien qui doit revenir aux Syriens. On condamne aussi les pays en fait participants, donc cette conférence condamne la continuité des agressions israéliennes sur la Syrie qui violent la loi internationale et qui menacent la paix et la sécurité mondiale en fait, dans la région. La paix et la sécurité dans la région et puis donc ce communiqué pousse, demande ou exige de tout le monde de s'engager à pousser la solution politique qui est menée par les Syriens et pour les Syriens et arrêter de ne pas s'ingérer et comment dire, soutenir tout travail pour faire réussir en fait les pourparlers dans la commission de la discussion de la Constitution à Genève, le rejet de toutes les mesures unilatérales appliquées sur la Syrie et qui est tout à fait contraire à la loi internationale et à la charte des Nations Unies, surtout pendant la présence de la pandémie Corona. Appelle à l'ensemble des pays, en fait, l'ensemble des pays et à la communauté internationale à donner
des aides humanitaires à tous ceux qui en ont besoin sans discrimination et sans politisation et des conditions préalables suivant les positions politiques des uns et des autres, en fait. Hein. Et puis, participer surtout aussi dans l'opération, participer à la reconstruction de la Syrie. Et donc, le dernier point, oui, pas le dernier, l'avant-dernier point, c'est aussi dire que le prochain Astana va se tenir à Nur Sultan, qui est la capitale kazakh, vers la 2021. mi-juin 2021, et que tous les pays devraient aider la Syrie au retour de tous ces réfugiés syriens à leur pays. Donc, Dr Ayman Soussan, qui représentait la Syrie dans cette conférence, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères, en fait, hein, qui a bien sûr fait remarquer que le régime turc doit respecter les accords qu'il a signés, et les accords qui ont été signés aussi avec les Russes pour lutter contre les terroristes et en finir avec la situation exceptionnelle qui est dans la zone d'apaisement à Idlib. Et aussi, il condamne, en fait, il fait remarquer quand même que le régime turc protège les terroristes, les alimente aussi en faisant tous les accords et oui, non, mais tous les accords, même internationaux, quoi. Oui. C'est les lois internationales en général, puisqu'il a coupé l'eau sur 1 million de personnes à Hasakeh plus de 18 fois. Et pour certains, pour certaines coupures, elles ont duré plus d'1 mois, ce qui est vraiment, ce qui est carrément un crime de guerre. Hein. Et puis que la Syrie refuse toute ingérence extérieure dans les travaux de la commission de discussion de la Constitution, et que en fait la Turquie n'a pas à s'en mêler. Alors que voilà. Issam Milani, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il nous reste plus que 12 minutes sur le timing qu'on avait prévu. Alors, puisqu'on parle je voulais mentionner ce que tu m'avais dit en préparant cette interview. La Russie a dénombré un certain nombre de violations de cessez-le-feu par les terroristes contrôlés par la Turquie. Tout à fait. Donc ça, c'est connexe à ce qu'on vient de dire. Et surtout, la Russie a détecté des mouvements de casques blancs en vue d'une opération sous faux drapeau, les fameuses attaques chimiques. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je crois qu'il y a une campagne aussi de dénigrement en plus. En ce moment en France, dans les médias mainstream, en fait, enfin tous les médias qui s'étaient coalisés contre la Syrie. Donc effectivement, la Russie dénonce ces manigances en fait des terroristes et des casques blancs qui préparent des attaques chimiques aussi pour les mettre sur le compte de l'armée arabe syrienne et de l'État syrien. Ceci est conjugué avec une accentuation d'une campagne de mensonges et de mensonges et de calomnie. Oui, merci, je cherchais le mot. De mensonges et de calomnie contre l'État syrien qui, lui, défend son peuple, qui se bat contre des sanctions et les terroristes et des ingérences, etc. Et en fait, qui essaye au contraire de garder tout un tas de possibilités ou qui essaye de garder
surtout le pain et la nourriture pour l'ensemble du peuple syrien. Je voudrais rappeler aussi à cet égard que les Américains ont brûlé les moissons au mois d'août, toute la moisson syrienne. Ils ont brûlé aussi tous les arbres fruitiers sur la côte aussi au mois de septembre, les arbres fruitiers, les oliviers, les grenadiers, et si bien qu'aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y a une campagne pour affamer le peuple syrien volontairement et qui est très très dure. Donc là-dessus, c'est important aussi de s'élever contre tout ça. L'État syrien continue aussi continue la reconstruction, même à l'ombre de toutes ces mesures coercitives et de toutes ces mesures unilatérales. Travail d'arrache-pied pour la réhabilitation des villes qui ont été libérées l'année dernière. Du Donc côté toutes de les Hama? villes du côté de Hama, donc Mourek, c'est en fait de Hama vers le sud de Idlib et puis et puis donc toutes ces villes sont en train d'être réhabilitées. Les, euh, les, les, euh, les équipes de la ville de Hama, ils travaillent d'arrache-pied, ils ont réhabilité l'eau, les circuits de distribution d'eau, ils ont ajouté trois puits donc, au circuit de distribution d'eau, ils ont réhabilité les circuits électriques aussi qui ont été souvent attaqués et cassés, vieillis, etc., détruits. Donc ça s'est réhabilité. Les réseaux des égouts et puis aussi l'État donne des subventions aux personnes donc qui reviennent pour reconstruire leur maison, reconstruire leur boutique, etc. Ce qui est une très bonne chose et donc ça y va bon train. De l'autre côté, il y a je dirais comment dire, un encouragement pour tous les sportifs de la Syrie. Il y a eu aussi une, une grande célébration du 50e anniversaire, justement, donc l'anniversaire de diamant, comme on dit, de la création de l'Union des sportifs syriens qui ont récolté, et surtout comment dire, une célébration de l'ensemble des sportifs qui ont récolté des médailles, donc à travers les 50 années, les anciens et les nouveaux, donc les médailles d'or, les médailles de bronze, les médailles d'argent, etc. Des mots d'encouragement, l'intervention du président Bachar el-Assad qui est élu par son représentant qui était le Mansour, le ministre Mansour. Donc, il encourage tous ces sportifs qui font leur possible pour porter haut et fort et le drapeau de la Syrie dans toutes les capitales du monde et dans tous les pays du monde, et qu'il a salué aussi leurs efforts comme étant comme les efforts des scientifiques, comme les efforts des gens qui font la production, les efforts des gens qui font l'électricité, qui défendent le pays. Tous sont des soldats dans la construction de ce pays. Et donc, vraiment, donc bien sûr, un hommage particulier à l'armée arabe syrienne. Donc, et aussi, ça a été hier. Et en même temps, donc, hier, et aussi, c'était la célébration aussi d'une nouvelle promotion de l'académie militaire syrienne. Aussi, ça a été fait aussi sous l'égide du président aussi, avec la représentation par le ministre de la Défense syrien, qui a aussi donné donc
les diplômes et puis les félicitations à tous ceux de la promotion qui étaient là. Donc, ce sont les cadres, de nouveaux cadres de l'armée, donc qui ont été, ça a été fait hier, donc de l'école. Et puis, il y a aussi eu une grande exposition ou un grand salon, si on peut dire, de ce qui a été fabriqué et récolté en Syrie. Donc aussi pour aider à la consommation, pousser la consommation des gens vers montrer qu'il y a on produit quand même en Syrie, on produit beaucoup de choses en Syrie et que ce sont à des prix accessibles. Là aussi, et ceci, ça a été un salon qui était aussi tenu à Damas et un autre à Alep. Il y a eu aussi une conférence, en fait, pour améliorer la production agricole, en fait. Voilà, en Syrie. Donc là aussi, c'est une conférence qui a réuni l'ensemble des agriculteurs, des responsables, des conseillers techniques, etc., de l'agriculture, pour l'amélioration de l'agriculture. Okay. Donc voilà, tout ça, c'est donc dans un cadre où on voit clairement qu'il y a une volonté de, malgré la difficulté et malgré toutes ces mesures coercitives, c'est une population vivante et qui va de l'avant pour construire son indépendance et son autonomie. Alors je mentionne la vague de froid qui a touché la Syrie et qui souligne à elle seule toutes les difficultés qu'il y a à se chauffer en Syrie à cause notamment de l'embargo. Je vais passer assez rapidement sur quelques points. Il y a les FDS, les forces démocratiques syriennes, démocratiques entre guillemets, qui agressent la population, qui continuent à kidnapper les jeunes. Et tu me parlais de la prison de Dal-Hol où il y a eu des émeutes de prisonniers de Daesh sur lesquels les matons des FDS ont tiré dessus à balles réelles et donc il y a eu pas mal de morts. Voilà, ça je voulais le mentionner. Et on va parler pour terminer cet entretien, on va parler de 3-4 points qui concernent directement ou indirectement Israël et la Palestine, puisqu'il y a eu des agressions contre les Palestiniens dans plusieurs quartiers au nord de Jérusalem et près de Bethléem. Oui, tout à fait. Il continue. Ça veut dire, c'est dans le cadre toujours de l'escalade des Israéliens contre la population palestinienne qui vise à les pousser à l'extérieur et à les pousser à l'exil et aussi à les affamer. Donc là, il y a des violations de quartiers, des violations de quartiers, donc je vais vous dire exactement, des quartiers qui sont envahis et des maisons qui sont détruites. C'est des quartiers qui sont dans le nord d'Al-Quds, Hay Kafr Aqab, dans le nord de Jérusalem, qui a été envahi par l'armée israélienne, et puis At-Tour fi Quds aussi à Quds, Beit Fajjar du côté de Bethléem, et ils arrêtent les Palestiniens comme ça. Ils ont aussi envahi le quartier Botn al-Hawa dans le village de Selwan, et ils ont arrêté Zouher al-Rajir, le responsable du comité de quartier. Ceci dit, les violations de la mosquée Al-Aqsa continuent aussi en présence par les colons, en présence de l'armée, sous la couverture de l'armée israélienne. Et en fait, on voit que Israël continue, cette entité sioniste continue les annexions, les colonisations, et l'occupation, les destructions de maisons et les occupations, et les arrestations massives. Voilà, les arrestations massives, malgré le fait que tout ça c'est illégal, et malgré le fait que les Américains actuels, en fait, qui sont au pouvoir, donc le Parti démocrate, ils soient contre ceci et n'approuvent pas nécessairement cette politique, puisqu'ils l'avaient déjà déclaré
Je rappelle quand même qu'au temps d'Obama, ils avaient dit que de toute façon, il est temps d'arrêter les colonisations et que la nouvelle position de Biden, là, elle est de soutenir l'État palestinien, enfin la solution à deux États en Palestine. Donc, et là, il est clair que de toute façon, l'entité israélienne se fout de tout ça et continue ses agressions. Alors, puisque tu as mentionné Donc, Biden, on peut mentionner que le fait que donc Biden, l'administration Biden a fait une petite tape sur les doigts de MBS, le chef d'État oui, saoudien. oui, puis Netanyahou aussi, puisqu'il n'a pas, il ne l'a appelé qu'au bout de 3 semaines, en fait, de son arrivée au pouvoir. Et puis, Biden fait remarquer que de toute façon, l'État américain tient à cette question des droits de l'homme, etc., mais que Blinken affirme de notre côté que MBS et l'Arabie saoudite est un ami stratégique quand même des États-Unis et que de toute façon, c'est quelque chose pour cadrer un petit peu les relations avec eux Par rapport à et l'assassinat montrer du journaliste, hein, c'est ça? par rapport à l'assassinat du journaliste Khashoggi. Et puis d'un autre côté, c'est aussi peut-être pour faire un peu de chantage, pour reprendre de l'argent, justement, pour qu'il se rachète par de l'argent. Mhm. Donc tout Alors, ceci est clair et ça conditionne en fait. Bon, on voit que le paysage de l'ensemble de la situation dans la région est un paysage je dirais, de lutte effectivement des peuples face à des agresseurs comme Israël, les États-Unis. La Turquie, et puis n'oublions pas aussi l'ensemble des pays de la coalition dirigés par les États-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui se sont alliés à Israël pour faire un front, en fait, où on parle d'un OTAN arabe. Rappelez-vous quand même, on parle d'un OTAN arabe où Trump a fait pression aussi, des pressions folles sur Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour qu'ils pactisent avec Israël. Ce pacte, il y a le peuple à Bahreïn qui continue à lutter contre cette alliance, entre guillemets. Et puis, par contre, l'Arabie saoudite n'a pas franchi le pas, mais elle fait tout par-dessous la table. Et il n'y a que les Émirats arabes unis qui ont vraiment franchi le officialisé. pas. Et là, les échanges, ça y va, bon train. Et puis voilà. Et c'est ça qui était visé par l'attaque justement du bateau israélien, l'attaque symbolique, Euh, c'est sans doute ça qui était oui, visé. Je vais terminer par deux oui, points qui sont qui peuvent être assez surprenants. Il y a eu un échange de prisonniers entre la Syrie et Israël, sous médiation russe. Alors, est-ce que tu peux en parler très, très oui. brièvement? En fait, ça, c'est une question de. Ben, je pense pas qu'elle soit surprenante. C'est en fait en discussion depuis longtemps. C'est bien que tu en parles parce qu'il y a eu beaucoup de bruit et de. Comment dire? De rumeurs. Ouais, des rumeurs et puis des choses qui ont faussé les choses, qui sont ah oui, ça a été fait et puis la Syrie a donc négocié avec Israël directement et puis comme quoi alors il y a eu un bruit qui a couru comme quoi la Syrie pour ça a négocié avec Israël le fait que Israël lui donne des vaccins anti-Covid achetés à la Russie. Alors, un peu tiré par les cheveux, parce que quand on sait que la relation est une relation d'amitié stratégique entre la Syrie et la Russie, d'abord, elle n'a pas besoin d'Israël, mais d'autre part, on veut faire passer Israël comme un État qui tient à l'humain et qui tient à la santé des Syriens ou je sais pas quoi. Mais Alors que enfin tout bon, montre le tout ça contraire. se sent. Et c'est le pays le plus criminel qui puisse exister sur Terre et le plus raciste. Et en fait, il est important qu'on soit clair sur cette question et qu'on tombe pas dans les panneaux de
de ces faux bruits ou de ces bruits qu'ils créent eux-mêmes d'ailleurs. Mhm. En fait. Et le dernier point que Et je sur souhaitais les qu'on... réseaux sociaux, malheureusement, oui. Oui. Et le dernier point que je souhaitais qu'on aborde avant la fin de cet entretien, c'était l'autorité palestinienne et l'Égypte qui ont signé un mémo pour développer et exploiter du gaz en mer Méditerranée, au large de Gaza, en Ouais. coordination avec Israël. Alors ça aussi, ça peut paraître surprenant. Oui, ça c'est effectivement. Donc c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui. Hein. C'est donc on voit c'est le première nouvelle quoi. Que l'Égypte avec l'autorité palestinienne ont conclu un accord pour l'exploitation du gaz qui est au large de Gaza, donc en Méditerranée, et ceci en accord ou en coordination avec l'autorité israélienne, avec l'État d'occupation, et que l'Égypte va essayer d'avoir les possibilités en fait de protéger le gaz en fait palestinien et de protéger et puis donc avoir cette possibilité de pouvoir l'extraire de manière sûre et sécurisée. Donc bon, de toute façon, ce n'est que la première annonce. Certains Palestiniens semblent être contents que ça leur permettra d'avoir une certaine autonomie au niveau de leurs dépenses et ils ne seront plus tributaires des instances de l'ONU, enfin des organisations de l'ONU pour vivre ou aussi même des instances israéliennes parce que je voudrais rappeler quand même que que les Israéliens ramassent les impôts des Palestiniens et les redonnent quand ils veulent aux Palestiniens pour payer leur administration. Donc c'est quand même quelque chose, c'est Ils s'en vraiment servent un comme, état d'occupation totale. oui, ils s'en servent Voilà. comme moyen de Et bien pression sûr, quand pour ils faire veulent, chantage. bah, bien sûr. De toute façon, là, il y a des gens qui ne sont pas payés depuis un an. Mhm. Un an en Palestine. Donc voilà. Ok. Eh bien, Voilà. Esser Midiani, je crois qu'on a on a fait le tour des points qu'on voulait aborder ensemble. Oui, alors moi je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que la situation dans la région, donc elle évolue très vite hein, et que il est important de faire attention aussi à tous les faux bruits qui sont propagés et à tous les fauteurs de troubles qui veulent semer les troubles dans la tête des peuples. Hein, pour leur faire croire que Israël ou les États-Unis, etc., ils sont de leur côté et ils vont chercher effectivement leurs intérêts mieux que leurs dirigeants. Alors, Merci pour cette mise au point. vraiment, voilà, merci. Bien, Issar Medani, merci pour tes analyses et ton témoignage. Et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 100e SITREP. Le 100e, oui. Merci beaucoup, Raphaël, et à très bientôt. Et merci à tous et très bonne quinzaine dans 15 jours.